Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous, bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée par le sujet de l'épisode. C'est un sujet qui me passionne énormément et j'ai parlé de l'accouchement. Personnellement, quand j'étais enceinte, je pense que j'en avais déjà parlé dans des podcasts précédents, j'avais vraiment une crainte, une peur. Donc, j'avais décidé vraiment de m'informer, d'avoir le plus de connaissances possible et j'étais tombée sur un podcast en lien avec l'invité d'aujourd'hui. Donc, quand j'ai lancé l'invitation et qu'elle a accepté, je dois vous dire que j'étais aux anges. J'y croyais pas. J'étais vraiment contente de pouvoir la voir, de pouvoir partager ça avec vous. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Malka Morissette-Bonapace, qui est docteure en psychologie, spécialisée vraiment en psychiatrie périnatale. Elle est formatrice de la méthode Bonapace pour les professionnels depuis plus de 15 ans et conférencière reconnue à l'international. Si vous suivez un peu la méthode Bonapace, vous savez que Malka, c'est la fille de Julie Bonapace, qui est l'auteure et la créatrice de cette méthode, qui a été créée en 1989. Donc, aujourd'hui, la méthode Bonapace est connue à l'international dans plus de 25 pays. Donc, sans plus tarder, bienvenue Malka. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi, Ariane. Je suis super excitée d'être ici avec toi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Bonapace dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait un peu survoler, tu pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi la méthode Bonapace, d'où ça vient, puis ça consiste à quoi, effectivement? Fait que la méthode Bonapace a vraiment pour but d'unifier la famille. D'unifier la famille dans un moment clé qui est la transition à la parentalité. Ce qu'on sait, c'est que devenir parent, c'est un moment... c'est une pierre angulaire dans le développement de cette nouvelle unité-là, qui est la famille. Puis on sait que c'est très difficile pour le couple, hein? La satisfaction conjugale chute toujours après la venue des enfants. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que cette unité-là se porte ensemble? On a une belle opportunité avec la période périnatale. Donc, ce qu'on sait, c'est que les papas qui sont très impliqués en période prénatale et à l'accouchement vont être très impliqués en postpartum. Puis qui dit papa impliqué, dit famille plus en sécurité. Pourquoi? Parce que, on le sait, au Québec, on a beaucoup de séparations. Peu de divorces, mais beaucoup de séparations ici. Puis ça, c'est le cas un peu partout sur la planète. Puis, ce qu'on voit souvent, Julie a été médiateur pour le ministère de la Justice pendant plusieurs années. Puis quand il y avait les couples qui venaient la voir pour les aider à se séparer, elle posait toujours la même question. Quand est-ce que ça s'est mis à mal aller? Puis, de manière presque systématique, les couples rapportaient quand ils sont devenus parents. Puis, ce qu'on sait, c'est que, ou ce que les femmes rapportent, en fait, on sait que les femmes initient la grande majorité des séparations, des divorces. Puis, ce que les femmes rapportent, c'est, ben regarde, moi, je m'occupe des enfants, de la maison, du ménage, de la bouffe, de l'épicerie, de ma job, puis de lui. Si on se sépare, non seulement j'aurais plus besoin de m'occuper de lui, mais en plus de ça, une semaine sur deux, j'aurais même pas à m'occuper des enfants. C'est ça le calcul que font les femmes. Fait que ce qu'on veut, c'est que la femme, après l'enfantement, dise « Hey man, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans lui. Une chance qu'il est là. » Parce qu'ensemble, on est tellement plus forts. Mais pour que lui, il puisse être impliqué, ce qu'on sait, c'est que quand il est très impliqué pendant la grossesse puis à l'accouchement, il va l'être après. Il va savoir comment créer sa place puis travailler ensemble. Parce que historiquement, c'est pas ça qu'on faisait. On est comme en train de réinventer la roue avec notre société, là. Historiquement, les femmes géraient tout le domaine de la maison et des enfants, puis les hommes géraient tout le domaine à l'extérieur. C'était plus simple, on va se le dire. C'était comme tout le monde savait ce qui était attendu. Aujourd'hui, en ayant mis ça à la porte, je dis pas nécessairement que c'est mauvais, je dis pas nécessairement que c'est bon non plus, mais en ayant mis ça à la porte, ça nécessite une redéfinition de tous les rôles à tous les niveaux. Fait que ça nécessite que les papas soient super impliqués parce qu'on peut pas avoir des mamans qui retournent travailler 35 heures semaine puis s'attendre à ce qu'elle fasse encore toute la même liste de jobs qu'elle avait avant. Ça marche pas, ça. Fait que l'objectif de la méthode Bonapace, à la toute base, c'est la cohésion familiale. Et là, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va motiver un couple pendant la naissance, pendant la grossesse, je veux dire, à
à travailler ensemble. Bien, c'est sûr que qu'est-ce que les parents qui sont enceintes disent, là? C'est quoi qui les inquiète? C'est la douleur. Ils ont peur d'avoir mal. Right? Fait que la méthode Bon Appétit dit, parfait, voici ce qu'on va faire. On va vous outiller de manière complètement adéquate. On va vous donner un coffre à outils avec 25 différents outils. On va vous enseigner comment gérer les sensations potentiellement douloureuses que vous allez vivre pendant l'accouchement. Parce que l'enfantement, c'est un moment avec une grande intensité. Ouais. Fait que comment vous pouvez vous préparer ensemble à le faire? Fait qu'ils sont motivés à venir se faire former parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Puis après ça, en fait, dans le processus, ils découvrent qu'ensemble, ils font une super équipe. Puis là, ils vivent le processus de l'enfantement en équipe, ce qui les soude, ce qui est vraiment protecteur pour la famille, puis ce qui part le papa dans la bonne direction pour être grandement impliqué, en fait, dans le processus de donneur de soins. Ce qui est historiquement pas leur rôle. Non, c'est Ils vrai. sont pourvoyeurs financiers, mais pas pourvoyeurs de soins. Là, aujourd'hui, on fait comme, OK, là, tout le monde fait tout. Fait que toi aussi, il faut que tu en fasses. Fait que voilà, c'est un petit peu... Je sais pas si ça répond, tu trouves, à ta question, Ariane? Oui, ouais? certainement. Puis on reviendra peut-être plus tard à vraiment comme concrètement, c'est quoi les outils de gestion de douleur qu'on voit un peu dans la méthode. Mais je voulais qu'on aborde en lien un peu avec ce que tu as dit, parce que je pense que pour redonner un peu le pouvoir à la femme d'enfanter, je pense que ça passe, puis on en parlait un peu avant, par les connaissances. Donc, j'aimerais ça que tu nous décrives, parce que je pense que tu es la personne. Toi puis Julie, vous avez tellement de belles façons de le décrire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme comme tout au long de l'accouchement? En fait, souvent, on pense... contraction, poussée, naissance, mais c'est bien plus que ça. Fait que je ne sais pas si tu peux me donner une petite idée de qu'est-ce qui se passe dans le corps tout au long de l'accouchement. OK. Fait que la première chose, c'est que je vais nous inviter, puis peut-être que tu vas trouver ça difficile, Ariane, là, mais je vais nous inviter à changer un terme qu'on utilise depuis le début. Je t'invite on va arrêter de parler d'accouchement. Pourquoi? Okay. Parce que l'accouchement, c'est un terme qui a été volé. C'est un terme qui appartient plus aux femmes. Les femmes vont pas dire « j'ai accouché », elles vont dire « je me suis fait accoucher ». Ouais. Les professionnels de la santé vont dire « j'ai accouché, la femme dans la salle numéro 3 à telle heure ». Ça leur appartient. Fait que si tu veux qu'on parle d'autonomisation puis du fait que les femmes, elles ont le pouvoir sur leur corps puis sur leur enfantement, on peut plus parler d'accouchement parce que ce terme-là n'appartient plus aux femmes. Il a été volé. Puis, je vais être vraiment claire, si on a des professionnels de la santé qui nous écoutent, parce que moi, je suis habituée de travailler avec eux, hein, c'est vraiment le démographique vers qui je suis le plus constamment en contact, de dire, c'est pas de votre faute. J'ai envie de dire, c'est pas de votre faute que ça a été volé, parce que c'est pas les professionnels de la santé à proprement dit qui ont volé ce terme-là, c'est le système médical dans lequel ils œuvrent. Puis, je le sais qu'il y a énormément de pression quand on est dans ce système-là pour faire ce que ce système-là a de prévu. Fait que quand les professionnels de la santé, par exemple, qui ont fait la formation pour les professionnels avec moi, retournent à la maternité puis se mettent à utiliser des mots différents, comme arrêter de parler de patiente, mais parle de femme, puis arrêter de parler de faire des accouchements, mais plutôt de témoigner des enfantements, ça brasse beaucoup. Ça brasse beaucoup tout le monde. Fait que, toi puis moi, Ariane, je nous donne ce défi-là. On va parler d'enfantement parce que la langue française, elle est magnifique. Puis, elle a des mots spécifiques pour plusieurs choses. Puis, je pense que quand on utilise les mots spécifiques que notre langue nous offre, on est enrichi. Puis, tout le monde s'enrichit à ce niveau-là. Ouais. Fait qu'on sait qu'en français, la truie cochonne, la chatte chatonne, la jument pouline, et la femme, elle enfante. On ne pourra jamais enlever ça aux femmes. Impossible. Ouais. On ne pourra jamais dire que j'ai fait un enfantement. Ça se peut pas. L'enfantement, ça appartient. C'est un verbe actif qui appartient à la femme qui met au monde l'enfant. Wow. Fait que ça, je dirais que c'est comme la base. Numéro 1. On va commencer par ajuster nos mots. On reprend ce pouvoir. Exactement. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir que les femmes, elles enfantent depuis le début de l'humanité. Si c'était si dangereux mettre au monde un bébé, c'est 100% certain que notre espèce n'existerait plus.
Fait que si on est ici encore aujourd'hui, c'est parce que notre corps sait mettre au monde un enfant. Puis on va en parler peut-être plus si on décide de parler des hormones, mais c'est les mêmes hormones, puis c'est les mêmes parties du corps qui sont nécessaires pour concevoir un bébé que pour le faire sortir. Il y a une vidéo sur YouTube qui a été faite par un collectif italien absolument magnifique. Si vous tapez sur YouTube la performance accouchement, vous allez tomber sur cette vidéo de 7 ou 9 minutes. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Ariane. Non, mais je me mets ça en note à l'instant. Dans cette vidéo, oui, puis tu le mettras dans les show notes. Dans cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est une caricature de qu'est-ce qu'on fait pendant l'enfantement aux femmes. Mais là, c'est comme l'effet, c'est comme les rôles sont inversés parce que c'est la conception d'un bébé à l'hôpital. Fait que là, c'est le père qui est dans la position de la mère. Puis là, le père qui se fait dire « Oh, boy, ton érection, ouais, ça va pas trop, on va te donner de la médication. » C'est le père qui arrête pas de se faire interrompre puis qui est, dans le fond, pas en mesure de maintenir son érection avec toutes les interruptions qu'on lui fait vivre. Puis à la fin, il raconte, tu sais, aïe, je sais pas ce qui m'est arrivé. Le couple, il dit hey, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai jamais été capable de pas tenir mon érection de même, c'est vraiment bizarre, mais une chance qu'on était à l'hôpital parce que eux, ils savent faire puis ils ont tout réglé pour nous. Fait que c'est comme une super caricature de ce qui se passe en milieu hospitalier. Puis c'est de se souvenir que à la base, l'être humain sait se reproduire. Fait que ça, c'est comme, je pense qu'il faut mettre la table avec des éléments comme ça pour se rappeler là, que... je pense que c'est Stéphanie Saint-Amand dans sa thèse qui a fait le comparatif. Si on mettait l'humanité sur une période de 24 heures, la médicalisation des naissances, c'est les 60 dernières secondes. Je pense que si je me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'absolument ridicule de dire. Puis là, souvent, les gens ils vont dire « Ouais, mais tu sais, avant, les femmes, elles mouraient en couche. » Ouais, je me suis fait dire ça, ouais. Et là là! Ce qu'on a comme évidence, c'est que c'est... Ben en fait, on peut regarder les données ici et maintenant, aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que plus il y a de l'argent qui est mis dans les naissances, les États-Unis est le pays qui investit le plus d'argent dans le monde de l'obstétrique. Moins c'est sécuritaire. Les États-Unis sont comme en, je sais plus c'est quoi leur position, 52e position au niveau de la sécurité materno-fétale. OK? Fait que ce qu'on sait, c'est que mettre beaucoup d'argent, c'est pas ça qui va assurer la sécurité. Ce qu'on voit, c'est que des femmes qui sont vraiment dans la brousse, qui ont absolument aucun service, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent. C'est vrai. Mais beaucoup. Non, pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des femmes qui meurent. Oui. Ça existe. Oui. Là où on a les taux de mortalité materno-fétale les plus faibles, c'est dans les lieux où les femmes enfantent sous leurs propres ressources, mais pour les complications puis les situations à haut risque, sont envoyées dans des centres spécialisés. Ouais. C'est là où on voit les meilleurs ratios. Puis ce qu'on sait au niveau de la recherche aussi, très, très clairement, le Lancet, qui est une revue scientifique qui avait publié un épisode spécial sur la pratique de la sage-famerie, dit clairement, c'est très dangereux d'enfanter avec des inconnus. On devrait bien connaître les gens pendant tout le processus de la grossesse. On devrait avoir un lien de confiance. Moi, j'aimerais ajouter un lien d'amour parce que c'est ce qui se crée quand tu as la chance de faire du 1 pour 1 pendant 1 heure à tous les rendez-vous, pas du 15 minutes sur le coin de la table, puis de discuter de voici quelles sont mes envies, voici quelles sont mes interrogations, de travailler ensemble, de développer un lien de confiance, d'avoir une idée claire de quelles sont les attentes de part et d'autre. Puis, ça nécessite que ce soit cette personne-là ou une des personnes avec qui le lien a été créé pendant la grossesse qui soit là à l'accouchement, à l'enfantement, puis qui suit le postpartum. Ce qu'on fait aujourd'hui, puis je le vois dans plusieurs pays où je travaille, on a segmenté les différentes portions. Même à l'hôpital, on a séparé ça. Fait que les sages-femmes, par exemple, ou si on regarde la France, qui est un pays où je travaille beaucoup, les sages-femmes françaises ont un rôle beaucoup plus similaire à l'infirmière obstétricale ici au Québec. Ça n'a rien à voir avec nos sages-femmes québécoises qui font de la vraie physiologie. Il n'y a pas d'équivalent de nos sages-femmes québécoises en France, sauf les rares sages-femmes qui pratiquent illégalement en faisant du domicile, mais c'est très, très rare, là. Typiquement, quand on parle d'une sage-femme française, imaginez-vous une infirmière obstétricale québécoise.
Fait que même à la maternité, dans une maternité, on va voir des sages-femmes hospitalières françaises qui, d'un côté, font des accouchements, entre guillemets, qui sont juste là pour la période de l'enfantement. Puis là, on a les autres qui font les suites de couches. Puis souvent, ils vont dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle, c'est ça, parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui vient d'arriver. Il y a un bris dans les soins, puis ça crée une incompréhension, et ces femmes-là sont moins bien traitées, pas parce que les sages-femmes qui sont en suite de couches les traitent pas bien, mais parce qu'ils comprennent pas c'est quoi l'historique de cette femme-là. Fait que prends une femme qui a vécu un viol. On le sait que pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ces éléments-là, ça va remonter. C'est sûr. Prends une femme qui est suivie, qui a une équipe, mettons un binôme, deux sages-femmes québécoises qui sont avec elle, qui discutent de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a vécu, elle a développé un lien de confiance, elle est en sécurité, elle se sent aimée. Ils la suivent pendant toute sa grossesse. À l'enfantement, il y en a une des deux qui est d'astreinte, il y en a une des deux qui travaille. C'est elle qui va être là, qui va accompagner l'enfantement, qui va témoigner de ce moment-là, qui va être consciencieuse de ces enjeux-là, puis qui va voir comment ça va se jouer dans l'enfantement, puis qui va assurer la sécurité à ce niveau-là. Puis en fonction de ce qui s'est passé, va s'occuper de cette maman-là. Elle va le faire différemment pour une femme qui a vécu ça super bien, puis ça a été comme un pet, que cette femme-là qui a cet élément historique-là dans son histoire de vie, qui va avoir une implication. Cette femme-là, elle est beaucoup plus en sécurité. Mais si on prend cette femme-là, qui a probablement pas parlé à son médecin du fait qu'elle a vécu un viol, parce que pourquoi elle ferait ça dans une rencontre de 15 minutes quand, à toutes les fois, elle est super pressée, puis elle a même pas le temps de passer toutes ses questions sur la grossesse puis l'enfantement. Fait que certainement qu'elle va pas se mettre à ouvrir son histoire de vie là-dessus, right? Oui, exactement. Fait que là, elle va vite, on raconte ça, mais elle vit toutes ces choses-là quand même. Elle vit, là. Elle sait qu'il va avoir des sensations intenses dans cette zone-là. Est-ce qu'elle va être prête à le vivre? Est-ce qu'elle va être correcte? Comment ça va se passer? Fait que, admettons qu'elle n'a jamais la chance d'en parler. Ben, il y a personne qui va lui dire, tu sais, peut-être que c'est une bonne idée, par exemple, que tu aies travaillé avec un psy en périnatalité avant d'enfanter. Tu sais, ça pourrait te mettre plus de chance de ton côté, ça pourrait être plus sécuritaire. Fait que là, qu'elle, c'est pas ça. Elle arrive, puis là, on se rend compte qu'à l'hôpital, ben, allez hop, les amis, toucher vaginal, c'est comme un sport national, là, puis là, il y a plein d'inconnus qui se mettent les doigts là, un après l'autre, puis après l'autre, puis après l'autre, puis, tu sais, ça peut être quand même assez traumatique, même pour une femme qui n'a pas été violée, ça peut être traumatique. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on voit souvent des papas qui disent « Moi, je serai pas là pour le deuxième, tu sais, c'est une affaire de femme, cette histoire-là. » Souvent, quand on creuse, les hommes vont avoir été tellement choqués, tellement comme attaqués dans leur trip de voir qu'on traite une femme, puis c'est parties les plus intimes, que lui vénère, aime et protège d'emblée, comme si c'était, tu sais... on touche le bras ou... Ouais, comme si c'était n'importe quoi qu'on... Tu sais, c'est ça, comme si c'était rien. Qu'ils se disent, clairement, moi, je dois pas comprendre quelque chose, c'est pour ça que j'ai pas ma place ici. Moi, j'ai envie de dire au papa, quand eux autres, ils me disent ça, moi, j'ai envie de dire... D'après moi, c'est parce que ton intuition est à la bonne place. Puis t'as senti que t'as pas pu protéger ta femme. Hein? Puis là, ils vont me regarder avec une face de comme comment t'as fait pour savoir. Ben, c'est parce que je le sais comment les femmes sont traitées en milieu hospitalier. Puis ils sont traités comme de la même façon qu'un mécanicien va monter un véhicule sur son lift, là, sur son élévateur pour pouvoir travailler en dessous. Ben ouais, tiens, la femme, on la prend, on la met dans les étriers comme le mécanicien fait. Puis comme, on oublie que c'est un être humain qu'il y a là. Ouais. Tu sais, derrière les étriers, là, c'est une personne qui existe. Et toi, t'es devenu un peu protocolaire de comme, bon, on va regarder ça. Alors que nous, on vit un événement tellement intense, mais pour le médecin, c'est routine, là, tu sais. C'est comme, ça, puis il n'y a pas de lien d'attachement, comme tu dis non plus. Oui. Puis ça, c'est dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que, au niveau des évidences scientifiques, ils sont quand même très, très clairs. Le lieu le plus dangereux pour une femme qui a une grossesse à bas risque, c'est l'hôpital. Le lieu le plus sécuritaire, c'est à domicile. Puis, entre les deux, il y a la maison de naissance. Ouais. Puis ça, c'est pour les femmes à bas risque. Ça veut dire des femmes qui sont en santé, qui ont une grossesse qui se passe bien, ça roule. Puis, tu sais, ça, c'est des études qui ont été faites avant qu'on fasse toutes les folies d'échographie qu'on fait aujourd'hui, où on vérifie encore plus d'informations. Puis là, on fait juste augmenter notre bassin de femmes à haut risque. Mais en réalité, là, avant, on ne faisait pas ces tests-là, puis on n'avait pas tant de femmes à haut risque que ça. Fait qu'en tout cas, petite information que je sème... à ce niveau-là. Fait que qu'est-ce que c'est l'enfantement? Mais l'enfantement, c'est
un processus qui est à la base physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un processus physiologique? Ça veut dire que le système sait comment faire. La chatte, là, elle, je vous garantis, là, elle fait pas son cours prénatal. La chatte, elle sait qu'il faut qu'elle se trouve un coin dans la maison où il va faire noir, où ça va être chaud, où il y aura personne qui va la déranger. Puis elle va préparer son espace pour mettre au monde ses chatons. Pour chatonner, j'imagine, si la chatte chatonne, ça veut dire que... pour mettre au monde. Fait qu'elle le sait. Puis elle le sait que quand les contractions commencent, elle va s'installer dans cette position-là. Puis elle va bouger avec ses sensations. Puis ça fait partie de l'expérience d'être un chat. C'est de mettre au monde ses chatons. Nous, les êtres humains, on est des drôles de bébites. On est des mammifères, comme la chatte, comme la truie, comme la vache. Mais on a un gros cortex frontal. Puis notre cortex frontal, il nous amène à réfléchir. Puis c'est assez simple. Quand notre corps doit passer à travers un processus physiologique, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éteindre notre cortex frontal, il faut arrêter de penser, puis il faut laisser notre instinct prendre le dessus. C'est aussi simple que ça. Fait que, il y a un acte physiologique qu'on vit principalement tous les jours en tant qu'être humain. Puis là, je suis désolée de faire cette comparaison-là, mais au moins, c'est parlant. Tout le monde, on va à la selle, à peu près une fois par jour. Puis ça, c'est un processus physiologique que tout le monde sait, qui peut être entravé assez facilement. Genre, pourquoi est-ce que ça nous arrive que quand on revient de vacances, on a été 3-4 jours à l'extérieur, on revient à la maison, la première chose qu'on fait, on va à la selle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'aller à la selle quand on va dans les cabines publiques, là, où il y a des craques de chaque bord, puis on voit les pieds de chacun à côté? Pourquoi c'est plus difficile? Puis je te vois sourire. Tu le sais de quoi je parle, là. Ben oui, right? ben oui. On est moins confortable. Puis là, bon, mais OK, il faut comme se mettre dans sa bulle un peu pour essayer. Tu sais, mettons, on fait un road trip, là, puis là, il faut aller dans les... tu sais, dans les haltes routières où il y a plein de monde, puis là, t'es comme là, il faut que j'y aille. Mais comme... Puis là, on prend un moment, puis on essaie de créer notre bulle, puis tu sais, on a peut-être chacun notre truc. Moi, personnellement, je mets mes écouteurs comme pour faire semblant qu'il y a personne qui m'entend autour, puis que, tu sais, je suis... Puis, ou on se bloque les oreilles, ou peu importe, comme on s'installe, on fait notre système, là. Puis là, on fait comme OK, puis là, on se dépose, puis là, on est en mesure d'aller à la selle. Right? Ouais. OK. Le miracle aujourd'hui, Ariane, je vais te le dire, c'est quoi? C'est qu'on réussisse à enfanter à l'hôpital. Il est là, le miracle. Il est là. Parce que, est-ce qu'on serait en mesure d'aller à la selle dans ce contexte-là? T'sais, moi, quand je donne des formations aux professionnels de la santé, là, j'adore ça. Je leur dis, OK, voici comment on va s'installer. Moi, je vais choisir une parmi vous, là, une parce que c'est souvent des femmes. Je vais en choisir une. Puis là, je vais vous installer dans le milieu ici. Je vais vous sortir comme un bocal là, dans lequel vous allez pouvoir squatter par-dessus. Puis, je vais vous dire... En fait, non, je ne vais pas vous mettre un bocal parce que squatter, c'est une position qui est trop physiologique pour aller à la selle. Je vais vous coucher sur le dos. Mais de temps en temps, je vais vous tourner puis je vais vous mettre les doigts dans les fesses. Puis je vais vous dire si vous poussez bien ou non. Puis je vais vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Puis là, je vais vous guider, puis je vais vous dire quand est-ce que c'est le temps de pousser, puis quand est-ce que c'est pas le temps de pousser. Puis je vais vous observer, puis on va être plusieurs là, à vous observer. OK? Ça marche? Vous êtes prêts? Puis le monde sont comme, ben, exactement ce que tu viens de dire. C'est terrible, voyons, on serait jamais capable. Ben, c'est ça. Il est là, le miracle. Il est qu'on est capable d'enfanter en milieu hospitalier, là où le système qui est prévu pour nous, on est des mammifères comme la chatte, là. Qu'est-ce qu'on fait à se mettre à la table de cuisine frette avec 50 000 personnes qui nous regardent? Hey, si on ferait ça avec la chatte, là, on la sortirait du garde-robe, puis on la mettrait sur la table de cuisine, puis on y mettrait la lumière direct sur le périnée, là, puis on la tapoterait. Là, je te garantis que cette chatte-là, elle ne met pas au monde ses bébés. Non. D'ailleurs, j'avais une sage-femme que j'ai beaucoup aimée, qui était vétérinaire avant d'être sage-femme. Puis elle disait... Une des choses qui arrivait souvent maintenant, aujourd'hui, à cause de notre idée de genre, on peut pas enfanter en sécurité, là, les gens, quand leur chienne mettait bas, appelaient le vétérinaire pour dire, là, c'est en cours, là, on s'en vient. Puis là, elle disait, si vous venez, la seule façon de faire sortir ces bébés-là, ça va être par césarienne. Restez chez vous, puis faites rien. Wow. Fait que c'est un miracle qu'on soit capable de déplacer les femmes. Puis là, on se demande pourquoi les femmes arrivent à l'hôpital puis arrêtent de contracter.
C'est comme un « Oh, mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? » Et là, les femmes sont pas capables, leur utérus n'est pas compétent, tu sais, on utilise plein d'affaires comme ça. Ce qui est quand même assez fâchant, hein, d'avoir des termes comme utérus compétent. Avons-nous déjà entendu parler? Puis ça, c'est un vrai terme clinique, là, qui est utilisé pour vrai, écrit dans les dossiers pour vrai, là. Un autre que je déteste, c'est vagin béant. Et celui-là, il m'écoeure en chien, celui-là. En tout cas, c'est comme si on dirait ça pour dysfonction érectile, on dirait pénis incompétent. Hey, il trouverait ça drôle, hein? C'est comme, mais sur le corps des femmes, ça, pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Pas de problème. En tout cas. Fait que là, les femmes arrivent à l'hôpital, puis ils sont menacés par cet environnement-là, parce que c'est clairement pas le garde-robe qui est chaud, réconfortant, dans tu sais, où il y a personne qui nous observe. Là, on est dans le fret, on est dans la lumière, on est avec des inconnus, notre système nerveux s'active pour dire « je suis en danger », puis de la même façon que la femme des Cro-Magnons, quand elle enfantait, là, si elle faisait face à un tigre, elle avait d'affaire à arrêter ses contractions, hein, que son corps arrête les contractions pour qu'elle se mette en sécurité, puis après ça, que ça recommence. Mais aujourd'hui, le tigre, c'est l'hôpital. Puis là, on dit aux femmes, ah ben oui, tu sais, tes contractions ont arrêté, fait que ma chérie, on va être obligé de rupturer tes membranes, on va être obligé de te faire un stripping, on va être obligé de te mettre du Synto parce que, tu sais, ton corps, il faisait pas la job. Ben non, en fait, c'est pas son corps qui faisait pas... Son corps faisait la job. Faisait la job, oui. C'est toi, l'inconnu, qui est le danger. C'est les lumières, puis le toucher vaginal, puis la chambre frette, puis être obligé de se déshabiller, puis de se mettre vulnérable, puis de pas connaître personne, puis c'est ça, le danger. Fait que quand on parle de c'est quoi l'enfantement, quand on regarde, puis moi, ça, c'est ma recommandation numéro 1, OK? Ariane, s'il y a quelque chose que les gens qui écoutent ce podcast-là peuvent faire, s'ils se disent, OK, là, qu'est-ce qu'il faut que je retienne de cette affaire-là? C'est, après le podcast, allez sur YouTube, de grâce, puis écrivez « Unassisted Birth », des naissances non assistées, ce qu'on appelle aussi des naissances libres, « Free Birth ». Allez regarder ça sur YouTube, sur Instagram. Je ne sais pas s'il y en a sur TikTok, là, je ne suis pas sur cette plateforme-là, mais allez voir des centaines d'exemples de qu'est-ce que c'est enfanter, point barre. Parce que quand il n'y a personne qui te regarde, qui te mesure, qui t'évalue, qui te caractérise, qui vérifie, là, on peut fermer le cortex frontal, la partie qui réfléchit notre cerveau. On dit, toi, tais-toi. Puis là, tous les processus qui est nécessaire de se mettre en place, exactement comme on va à la selle, se mettre en place, puis on met au monde notre bébé. Faut juste laisser l'espace au cocktail hormonal que Mère Nature a prévu pour nous, qui s'active, puis qui nous guide à travers ce voyage-là. J'aime ça. Ça a été, je sais pas si on peut l'aborder, les hormones, parce que pour moi, ça a été quand même un haha moment quand j'ai compris, puis c'était justement dans le podcast que j'ai écouté de Julie, qu'elle expliquait l'oxytocine naturelle qui va traverser, puis tu me corrigeras si je l'explique pas bien, mais qui va traverser la barrière du cerveau pour aller aussi sécréter un petit hormone qui va aider à la douleur. Puis versus quand l'adrénaline embarque, donc quand on arrive à l'hôpital, tu sais, moi, je sais que j'avais une crainte des hôpitaux à la base, donc ça l'a pas aidé à mon travail. Quand l'adrénaline embarque, je pense que c'est un peu l'ennemi de l'oxytocine. Je sais pas si tu peux en parler un peu. Fait que, très, très brièvement, l'oxytocine naturelle, puis il faut le préciser, parce que ça aussi, c'est un autre mot qui a été volé, hein, parce que là, on parle de « Ah, on t'a donné de l'oxytocine ». Non, en fait, c'est de l'oxytocine artificielle, de son nom pitocin, right? OK, mais bon, il faut faire la distinction, il faut être clair. Quand il y a des mots qui sont volés, il faut être clair. L'ocytocine naturelle, c'est relâché dans le cerveau de manière pulsatile et c'est ce qui crée les contractions. L'ocytocine, c'est aussi ce qui fait en sorte qu'on tombe amoureux. Puis l'ocytocine, c'est aussi quelque chose qui diminue notre expérience d'une sensation potentiellement douloureuse. Fait que pense par exemple, peut-être que tu as déjà vécu ça, toi, Ariane, peut-être pas, peut-être que des gens qui nous écoutent ont déjà vécu ça. T'es en train de faire l'amour, c'est super le fun. T'es full en amour avec ton homme. Puis là, il se met à faire une stimulation au niveau des mamelons, puis tu lui dis, fais-le plus fort. Puis lui, il te regarde avec des gros yeux en disant comme, mais ça doit faire mal, comment ça, c'est le fun, right? Mais il a raison de se poser ces questions-là. Parce que si tu ferais ça quand vous n'êtes pas en train de faire l'amour, je te garantis qu'il y aurait une claque en pleine face. Comme c'est sûr, parce que ça ferait mal à ce moment-là. Pourquoi ça fait pas mal? Pourquoi c'est perçu comme étant plaisant pendant le rapport sexuel, mais douloureux à l'extérieur du moment à l'extérieur d'un moment sexuel? Mais ça, c'est l'ocytocine. C'est l'ocytocine qui est analgésique, qui
permet de décoder la sensation non pas comme étant douloureuse, mais comme étant plaisante. Parce que le lieu où on décode la douleur et le plaisir, c'est très, très proche. C'est pour ça que les naissances orgasmiques existent. Ouais. C'est qu'en fait, on peut flirter sur l'intensité des sensations puis de les voir comme étant plaisantes au lieu de les voir comme étant douloureuses. Fait que l'ocytocine, ça a tous ces rôles-là. Ça nous permet de tomber amoureux. Ça nous permet de se sentir vraiment bien à l'intérieur de nous. C'est la colle sociale. Ça nous permet de sentir moins de douleur. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sont seuls, très seuls, vivent plus de douleur. Et c'est ce qui nous permet de créer des contractions sur l'utérus. Ouais. OK. Quand on utilise du syntocinon, c'est quand même cool. Le syntocinon, ça réplique, c'est en mesure de répliquer les contractions sur l'utérus. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Ça n'a pas tous les effets. En réussissant pas à passer la barrière hémato-encéphalique, qui est le nom de la barrière du cerveau, que tu faisais référence tantôt, mais tous les effets de tomber amoureux de son bébé, de tomber amoureux de son mari à nouveau, tout ça disparaît. Tout ça est beaucoup amoindri parce que le corps, qui reçoit beaucoup de contractions à cause de l'ocytocine de synthèse, va diminuer significativement sa production d'ocytocine naturelle. Puis c'est pour ça qu'on voit plus de dépression du postpartum dans le contexte d'utilisation d'ocytocine de synthèse. Parce que les femmes n'ont pas eu l'effet protecteur du plus haut niveau d'ocytocine que le cerveau est supposé vivre, c'est à l'enfantement. C'est en fait quelques minutes après la naissance que ça va atteindre son apogée pour être 100% certain que la mère puis le bébé tombent profondément amoureux l'un de l'autre. Puis préférablement avec le papa qui est proche pour que la mère puisse tomber amoureuse de son mari à nouveau. Puis que le papa soit en mesure de tomber amoureux de ce nouveau bébé-là. Puis dans cette bulle d'amour-là, c'est là que la famille est protégée. Mais l'ennemi numéro 1 de l'ocytocine, c'est d'avoir peur, c'est d'être dérangé, c'est de ne pas être confortable. Fait que la règle, c'est, si tu veux beaucoup d'ocytocine, fais exactement ce que tu as besoin de faire ou que l'environnement que tu aurais besoin pour faire l'amour. Ouais. Fait que moi, j'aime me poser la question, est-ce que tu ferais l'amour ici? Si la réponse c'est oui, tu peux enfanter là. Si la réponse c'est non, de grâce, enfante pas là. Parce que tout ce que Mère Nature a prévu pour assurer ta sécurité, tu l'auras pas. Wow. Fait que est-ce que toi, tu te sentirais à l'aise, Ariane, de faire l'amour où il y a des gens qui peuvent rentrer puis sortir à n'importe quel moment? Non. Qui peuvent toucher les parties de ton corps les plus intimes en t'indiquant qu'ils vont le faire, sans attendre sans nécessairement à ce que ça soit attendu, que tu puisses dire non. Ouais, non. Avec beaucoup de lumière, avec le froid. C'est-tu un contexte favorable pour que tu puisses faire l'amour, toi, Ariane? Non, pas du tout. Moi non plus. Fait que ça, c'est pas le lieu où on devrait mettre au monde nos bébés. Fait que là, de grâce, il y a des femmes qui nous écoutent puis qui se disent « Ouais, mais tu sais, moi, mon corps, il a pas fait la job quand j'étais allée à l'hôpital. » Ma chérie, c'est pas ton corps qui a pas fait la job. C'est l'environnement qui a empêché ton corps de faire la job. Non, Puis l'environnement. Oh, excuse-moi, vas-y. Oui, je conclus juste avec ça. Puis malheureusement, les professionnels ne savent pas quoi faire pour favoriser. Quand moi, j'enseigne le module sur les hormones, là, j'ai une question qui m'est demandée de manière systématique. Malika, pourquoi on se fait pas enseigner ça pendant nos études? Ben, tu sais quoi, Ariane? Moi aussi, je me la pose, cette question-là. Ouais. Comment est-ce qu'ils se font pas enseigner? Voici quelles sont les hormones de l'accouchement. Voici comment les favoriser. Puis voici ce que vous pouvez faire qui va vraiment s'assurer qu'ils vont tout prendre le camp. Puis peut-être que ça les aiderait à dire « Ah, faudrait peut-être arrêter de faire ça de bord. » Mais ils ne savent pas. Faute de connaissances, on peut pas faire ce qui est juste. Tellement. On pourrait peut-être aborder, pendant que je sens qu'on est un peu dans le vif du sujet, on en parlait un peu que l'enfantement, c'est vraiment un exercice qui est intense. Puis pourtant, on se prépare rarement. Par exemple, si on fait un marathon, on va se préparer physiquement à ça, ou mentalement même. Puis on laisse beaucoup notre sort, si on veut, entre les mains du personnel médical. J'aimerais qu'on adresse ces éléments qui pourraient, on l'a un peu adressé, en fait beaucoup adressé, mais qui pourraient nuire à un accouchement naturel, mais est-ce qu'on peut également adresser les cascades d'intervention? Parce que moi, c'est un terme qui était nouveau pour moi quand j'ai écouté le podcast.
Puis j'aimerais ça. Des fois, on dirait que c'est vu tellement normalement, mais alors que ça a un terme, puis c'est significatif quand même, tu sais. OK, fait qu'il y a comme 2 éléments dans ta question. Ouais, Je on vais les a quand séparer. même déjà abordé nuire, mais on peut quand même, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Je voulais dire, il y a 2 éléments. D'un côté, il y a la préparation. Oui. Puis Excuse-moi. de l'autre côté, il y a la définition de la cascade d'intervention. Fait que, abordons la préparation. J'aime beaucoup comment tu dis, on ferait pas un marathon sans se préparer physiquement puis psychologiquement. Puis surtout, on ferait pas une préparation de marathon en étant sur le divan, le canapé, pendant 9 mois de temps. Non, effectivement. Parce que ça va rendre ça bien plus difficile. Comme, si tu veux vivre un marathon qui va bien se passer, tu vas beaucoup courir avant. Oui. Pas trop, tu vas pas t'exagérer. Parce que là, si tu t'exagères avant, tu peux avoir abîmé les parties de ton corps qui sont nécessaires pour ce jour-là. C'est une question de le faire de manière juste. Pendant l'enfantement, on sait que c'est de la pure folie, ça, de dire aux femmes, tu sais, de rester tranquilles pendant la grossesse. C'est fou. C'est fou de dire ça aux femmes. C'est fou parce que l'accouchement, c'est un événement physique. Ça se passe dans notre corps. Il y a une grosse partie de ça qui, tu sais, ça nécessite... Ce qu'on voit, c'est que les femmes qui n'ont pas assez de force vont finir par s'étendre. Puis il y a juste une position qui est dangereuse pour enfanter. Il y en a juste une. C'est d'être couché. C'est tout. C'est une des raisons pour laquelle je déteste le mot « accoucher ». Pas juste parce qu'il a été volé, mais aussi parce que dans le mot « accoucher », il y a le mot « coucher ». Puis c'est la seule position qu'on ne devrait pas prendre. C'est la seule position qui est dangereuse pour le bébé puis pour la mère. La seule. Fait que, voilà, une autre raison. J'adore. Fait que les femmes, c'est important qu'elles soient en forme. Il y a un Japonais qui a ouvert une clinique pour vraiment au niveau des enfantements physiologiques. Puis ce médecin japonais-là, ce qu'il faisait faire, c'est 200 squats où les femmes se tenaient comme sur le cadre de porte, là, les 2 mains de chaque côté du cadre de porte. Puis elles devaient faire 200 squats par jour pendant toute leur grossesse. Parce que lui, ce qu'il observait, c'est que quand les femmes sont pas assez fortes, ils ont beaucoup de difficultés à mettre au monde les bébés. Fait qu'il faut être à la fois forte, il faut être à la fois souple, et il faut être aligné. Parce que quand on n'est pas bien aligné, puis ça, c'est un des éléments, comme dans la méthode Bonaparte, il y a toute une portion qui porte sur la préparation du corps, puis on travaille sur ces 3 axes-là, souple, forte, puis aligné. Quand on n'est pas aligné, le problème, c'est qu'on va voir beaucoup de dystocie de positionnement du bébé. Donc, des bébés qui sont mal positionnés, qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à sortir. Fait que, par exemple, les femmes qui ont un bébé en postérieur, les chances qu'elles ont d'avoir un enfantement physiologique sont très faibles. Très, 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 très faibles. Parce que, à cause de la manière avec laquelle l'utérus est fait, les bébés vont avoir tendance à avoir la tête défléchie. Fait qu'au lieu d'être la petite partie de la tête qui va faire son chemin à travers le col, c'est la partie large. C'est comme c'est pour toutes les mamans qui nous écoutent. Tu sais, quand tu mets un cache-cou à ton enfant l'hiver, tu le mets pas directement aligné sur le dessus de sa tête. Tu le mets un petit peu derrière parce que comme ça, hein, comme la tête est un petit peu asymétrique, puis ça va mieux passer. C'est plus petit à ce niveau-là, ça permet d'ouvrir le cache-cou, puis là, on peut le passer sur tout le reste de la tête. Alors que quand on le passe direct sur le milieu, sur le dessus, là, clairement, ça marche pas. Right? Tu sais de quoi je parle, Ariane? T'as déjà fait ça avec... bien sens. Bon, mais c'est la même chose quand les bébés ils sortent, là. Ils vont sortir sur, tu sais, un trou qui va fitter qui va être juste assez gros pour fitter sa tête. Sa tête, Petit astérix. Les bébés, sauf de rares exceptions, les bébés savent jusqu'à quelle grandeur ils peuvent grossir. Puis quand ils sont rendus à la limite d'être capables de passer à travers le trou, ils sortent. Wow. OK? Ouais. Fin de ma parenthèse sur la macrosomie, qui m'écœure beaucoup. C'est un autre terme que je déteste, un macrosome. C'est comme... J'avais jamais entendu ça. C'est comme ça un gros bébé, là, on appelle ça un macrosome. Je trouve ça terrible. Je suis contente que tu l'aies jamais entendu. Je suis désolée d'être la personne qui t'a enseigné ce mot-là. Qui me l'a appris. Oui, exactement. Fait que le bébé, il va passer beaucoup mieux si il part avec le derrière de sa tête. Puis là, il passe à travers. Quand le bébé est en postérieur, à cause de la forme de l'utérus, son menton, il sera pas fléchi. Okay? Il sera pas contre son sternum. Fait qu'au lieu que ça soit la petite partie qui va passer, ça va être
le dessus qui va passer parce que son menton il est défléchi, puis là, il est très dur à sortir. Beaucoup plus de douleur. Travail plus long. Les femmes qui réussissent à mettre au monde un enfant en postérieur, sans péridurale, c'est comme, holy boy, toi, t'as fait quelque chose de correct, là. T'es solide, parce que c'est pas supposé être dur de même. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup, beaucoup plus de femmes ont des enfantements, ont des bébés en postérieur qu'avant. Okay. Parce que les femmes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils travaillent. Comment ils travaillent? Assis. Assis. Puis comment ils travaillent? Surtout assis derrière les esquillons, avachis même, hein? Surtout en fin de journée où on n'en peut plus, on s'étale dans le divan derrière nos esquillons. Et la partie lourde du bébé, c'est sa colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale du bébé va retrouver la colonne vertébrale de la mère. Puis, il est en postérieur. C'est ça, la position. Vraiment, vraiment pas optimale, vraiment pourrie. Ce qu'on veut, c'est que le bébé, sa colonne soit dans le ventre, préférablement du côté gauche. Puis c'est là où il va faire son chemin parfaitement. Parce que l'utérus est asymétrique. Il est droit à droite. Ce qui fait en sorte que la tête est défléchie quand il arrive de la droite puis le fond. Alors que le gauche puis le devant, il est beaucoup plus rond. Ce qui veut dire que le mur pousse la tête à être fléchie, ce qui fait en sorte qu'on a un positionnement. Fait que le positionnement fœtal, c'est super important. On porte peu d'attention à ça, mais c'est super important. Fait que quand la femme, elle est souple, forte et alignée, elle a un bébé, elle va être capable de passer à travers l'endurance nécessaire du processus d'enfantement. Elle va être souple, elle va être capable de se mettre dans les positions que le bébé a besoin pour faire son chemin. Puis elle va être alignée, fait que le bébé va avoir eu la chance de se mettre dans une bonne position pour sortir. Fait qu'au niveau de la préparation, c'est super important. Il faut que les femmes bougent. Puis on sait que les femmes qui travaillent au niveau de l'endurance développent les outils psychologiques nécessaires. Un marathonien, là, c'est pas juste qu'il est capable de courir. C'est qu'il est capable de courir puis qu'il sait comment aller chercher sa résilience psychologique. Il sait comment aller tolérer la période difficile. Il sait comment aller chercher son second souffle. Il sait comment distraire son attention versus amener son attention à l'intérieur. Il sait il connaît son corps, il connaît ses cues. C'est super important de savoir utiliser l'enveloppe qu'on a pour être dans ce monde-ci. C'est une belle occasion, la grossesse, pour dire, investis-toi dans ton enveloppe. Parce qu'elle va être nécessaire pour mettre ce bébé au monde, là. Fait qu'au niveau de la préparation, il y a comme ça. Puis il y a d'autres affaires aussi qui est nécessaire. Tu sais, t'as besoin d'apprendre à faire ta bulle. Tu sais ce que je disais tantôt par rapport à, tu vas à la toilette, là, dans les cabines, puis tu sais, tu dis, OK, moi, j'ai besoin de quoi? Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, peut-être que toi, tu disais, moi, je me ferme les yeux, puis là, je m'imagine ailleurs. Moi, je me bouche les oreilles ou je me mets des écouteurs. Ça, c'est mon kit à moi. J'ai développé mon kit. Bien, il faut savoir, comme il faut s'être pratiqué à visualiser, à être détendu, à relâcher, à se recentrer. Faut préparer. Puis, tu sais, pourquoi pas le faire pendant le rapport sexuel? Comme c'est un bon moment pour dire, ben tu sais, je me pratique à être consciencieuse pendant le rapport sexuel de ce que mon corps vit. J'incarne mon corps à ce moment-là. J'évite de faire ma liste d'épicerie pendant que je fais du sexe. C'est une super belle pratique. Puis vos chums, ils vont tous être contents de ça, comme si on pratique ça. Tout le monde gagne, en fait. Tout le monde gagne. Mais tu sais, la relaxation, la visualisation, c'est des outils qui sont à ne pas minimiser, qui sont importants. De se connaître soi, d'être incarné dans notre corps, de faire équipe avec notre corps, d'être à l'écoute. Notre corps a beaucoup de sagesse. Des fois, il faut juste arrêter de parler puis écouter. Tellement. La bulle peut être intéressante aussi dans le cours d'hypnose que j'avais fait. Il disait le bubble of peace qu'il appelait. Aussi, tu sais, souvent, on est enceinte, on se fait un peu garrocher des histoires d'accouchement. Moi, j'ai accouché de même, puis là, ça n'a pas bien été. Puis, fait que d'avoir cette bulle-là, un peu, t'es capable de ne pas te laisser affecter, puis de le rebound un peu sur la bulle, je pense que ça peut être intéressant aussi. Fait que si je fais un petit élément par rapport à ça, je pense que c'est important que j'explique que pendant la période périnatale, on parle d'une porosité psychologique. OK? Fait que je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ça. On va définir la période périnatale. Elle commence à partir du moment où tu penses concevoir. Wow. OK? La période périnatale, ça commence quand tu dis là, on est sur le point d'inviter une âme à s'incarner dans notre famille. Ça commence là. Fait que ça veut dire que les femmes qui ont des difficultés de conception, par exemple, elles sont déjà dans la période périnatale. OK? Ça commence là,
puis ça finit 2 ans en postpartum après le dernier enfant. Wow. Ça, c'est la période de temps. C'est une longue période de temps. OK? Fait qu'il y a des femmes qui vont sortir de la période de périnatalité, mettons, qui ont 2 enfants très séparés l'un de l'autre. Puis quand les deux, ils sont pas du tout dans l'idée qu'ils vont en avoir un autre, ou ils sont pas du tout dans l'idée que, comme, on va bientôt concevoir. Ouais. Tu peux sortir de ça, mais ça reste que même si tu fais juste un enfant, là, comme, mettons que t'es vraiment chanceuse, puis ça te prend 3 mois de tomber enceinte, t'as comme, avant le 3 mois, 1 mois, mettons, déjà, tu sais, quand mon prochain cycle, on va essayer, mettons. Fait que t'as comme 1 mois, là, plus 3, 4, plus 9 de grossesse, plus 2 de postpartum. Tu sais, c'est un bon bout, là. Ça s'échelonne sur longtemps. La porosité psychologique, c'est un peu comme... moi, j'aime le voir comme un imperméable. Tu sais, quand on pense à un canard, là, puis on dit, ah, l'eau coule comme sur le dos d'un canard. Hein? C'est comme si on a un imperméable qui nous protège, puis on est exposé à des histoires, si ça, puis ça rentre pas à l'intérieur de nous. On est comme capable de dire... Il y a comme une couche qui sépare notre psyché avec l'extérieur. Ouais. Pendant la période périnatale, c'est super important que ça diminue. On peut pas avoir cette couche-là, cet imperméable-là. C'est super important que tranquillement, on devienne de plus en plus poreuse. Puis la raison pour ça, c'est que au moment de l'enfantement, si tu as déjà entendu parler de la phase de transition, qu'on dit ici au Québec, des fois, les Français utilisent la phase de désespérance. Dans le modèle de Wapio-Bartlett sur le vortex de la naissance, là, qui a été traduit par Karine, qu'on connaît sous Quantique Mama. Oui. On va parler du sommet, hein, vraiment la phase de transcendance, là, l'espèce de moment d'éclatement psychologique. Puis ça, c'est quelque chose qui peut d'ailleurs être vécu. Il y a une neuroscientifique absolument incroyable qui a vécu elle a eu un caillot qui s'est logé au niveau de son cerveau, puis elle a vécu ça, cette espèce de... les mêmes sensations qu'on vit pendant l'enfantement dans cette phase-là, où il n'y a plus de frontières entre ce qui est moi et ce qui est le reste. On voit l'univers d'énergie. Il y a beaucoup de femmes qui vont rapporter sortir de leur corps, être dans l'univers. Il y a des gens... D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on fait le traitement de beaucoup de vétérans qui ont des chocs post-traumatiques avec des hallucinogènes, avec des molécules psychédéliques. Ça vient de là, en fait. Ça vient de là parce que c'est une expérience qui peut être chimiquement induite, de se sentir décorporé. On sort de son corps. En fait, c'est pas tant sortir de son corps plutôt que son corps vient qu'à faire partie du grand tout. Je comprends. Puis on vit cette expérience-là. Donc, les femmes qui vont avoir des expériences d'enfantement physiologique, il y en a beaucoup qui vont parler de cette expérience-là. Les femmes qui sont en milieu hospitalier puis moins bien guidées, mettons, ça va plus virer sur comme le bad trip, disons. J'ai l'impression de mourir, je suis en train de mourir, laissez-moi mourir. Plus la souffrance que la douleur. T'sais. Exactement. Fait au lieu de pouvoir, quand on est bien préparé à cette phase-là, au lieu de se mettre à avoir ce grand vertige-là, parce que c'est extrêmement vertigineux que de perdre ses frontières puis de faire partie du grand tout. Fait que ça peut créer cette grande peur-là, surtout quand on est dans un contexte qui est... Puis tu sais, je pense que les gens qui ont fait de la drogue le savent, là. Le contexte dans lequel tu prends ta drogue va avoir un impact sur le buzz que tu vas avoir. C'est la même chose pour l'enfantement. Fait que si t'es entouré de gens qui ont vraiment peur, ben c'est sûr que t'as bien plus de risques d'avoir un bad trip. Puis Mère Nature, elle a prévu ça, qui est cette entropie au niveau cérébral, fait qu'au niveau des connexions synaptiques, il va y avoir, quand on vit une expérience comme ça, qui est d'ailleurs aussi vécue quand on a une expérience de mort imminente. Les gens qui sont morts puis qui sont revenus vont souvent nous raconter ce qu'ils ont vécu. C'est la DMT qui est relâchée dans le cerveau, puis on commence à avoir des bonnes pistes que c'est la DMT qui est relâchée dans le cerveau aussi pendant la phase de transition chez la femme, qui explique toutes ces expériences-là, qui explique pourquoi on utilise ça aussi pour traiter les vétérans avec un choc post-traumatique, pour qu'ils puissent se sentir, faire partie du grand tout. Puis c'est une des façons de solutionner ce morceau-là dans leur esprit pour faire la paix avec l'inexplicable qu'ils ont vécu. Wow. OK? Fait que Mère Nature, elle a prévu ça. Toutes les femmes,
techniquement, devrait avoir accès à ce moment-là où on va foutre le bordel dans le cerveau, on crée l'entropie cérébrale pour pouvoir atteindre une guérison. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont dire « Mon deuxième accouchement m'a permis de guérir de mon premier ». C'est de là que ça vient. C'est la phase de transition qui crée l'entropie cérébrale puis qui va réparer le trauma vécu précédemment. Tu comprends? Ouais. C'est pas nécessairement d'avoir vécu un bel accouchement au deuxième qui permet de réparer le premier, c'est plutôt le processus qui est impliqué dans ce que Mère Nature elle a prévu. C'est quand même capoté. Fait que si on conclut sur la porosité psychologique qu'on parlait tantôt, la porosité psychologique, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de vivre ce moment-là d'éclatement des frontières, puis elle nous permet de le faire de manière sécuritaire. C'est pour ça que quand les vétérans qui se font traiter pour un choc post-traumatique avec psychédélique, ils sont suivis avant. C'est comme pour préparer le terrain à cet éclatement-là, d'abord. Puis c'est pour ça que moi, je suis vraiment pas à l'aise à l'idée que quelqu'un décide de juste faire un psychédélique, consommer un psychédélique comme ça, sans préparation puis sans cadre. Mère Nature aussi le sait. C'est quelque chose qui se fait, qui se prépare. Fait que la porosité psychologique est super importante pour protéger la femme qui va vivre cette expérience-là. Et c'est aussi extrêmement important de comprendre que la femme, pendant cette période-là, elle n'a pas son imperméable. Fait que tantôt, quand on parlait de la bulle de paix, elle ne peut pas la faire, la bulle de paix, faute de se retirer de l'espace. Parce qu'elle n'en a pas d'imperméable. Fait que c'est comme une éponge, la femme, puis plus elle est avancée, plus elle est proche de l'enfantement, plus elle est éponge. C'est super important de protéger les femmes dans cette période de temps-là. Puis moi, je peux te dire que j'ai déjà manqué un souper de Noël de famille. Puis j'avais fait comme 800 km de route pour protéger ma porosité, pour protéger ma psyché, parce que je savais que j'étais poreuse. Tu comprends? Par rapport aux commentaires que tu aurais reçus au souper? Oui, j'ai eu un petit avant-goût d'un petit quelque chose de petit, tu sais quoi, puis j'ai fait comme ça vaut pas le coup. Je le sais que j'en ai pas d'imperméable aujourd'hui, en ce moment. J'étais comme à, je sais pas combien, c'était à Noël, puis j'ai enfanté à la mi-avril, fait que, tu sais, ça te donne une idée. J'étais quand même, j'étais enceinte pour vrai, là. Puis j'ai fait comme, non, ça vaut pas le coup d'être, parce que quand la peur est là, t'as pas le choix de l'absorber en tant que personne poreuse. T'as pas le choix. Puis tu sais, les femmes, ils savent qu'ils sont poreuses parce qu'ils vont dire tout à coup, là, je me mets à écouter des annonces à la télé, puis je me mets à pleurer, voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ben, c'est ça. C'est la porosité psychologique, c'est que ça rentre en dedans super profond, là, comme tout rentre en dedans. Fait que surveille. Qu'est-ce que t'as autour de toi? C'est pour ça que j'ai autant aimé être enceinte l'hiver. Parce que l'hiver... Tu vois moins le monde. C'est plus facile. C'est tellement vrai. Tu sais, c'est comme ça, ça a été ma façon. Moi, je suis une personne qui adore être avec les gens. J'ai jamais eu un cercle si petit et restreint que pendant ma grossesse, c'était comme, il y a juste les gens choisis qui vont rentrer, là. Puis c'est parfait comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. On est poreuse, point. Fait qu'il faut se pratiquer. C'est super important pendant la grossesse, avant même de se pratiquer à arrêter les récits traumatiques. Parce que c'est quoi un trauma? C'est un souvenir qu'on n'est pas capable d'intégrer. Fait que le cerveau, il va nous le renvoyer, puis nous le renvoyer, puis nous le renvoyer, surtout quand il y a un élément qui va nous ramener sur notre trauma. OK? Fait que t'as une femme, il y en a beaucoup, qui a vécu un accouchement traumatique. Elle a vu sa vie, ça va. Mais son souvenir, il n'est pas intégré. Il est trop chargé émotionnellement. Fait que le cerveau, il essaie de l'intégrer. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il donne des chances. C'est d'ailleurs pour ça que quand on pense aux militaires, tu sais, je trouve ça facile de faire le rapport là, avec les militaires. On s'imagine bien le PTSD chez les militaires. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de vivre des flashbacks, puis qu'ils ont des cauchemars, puis qu'ils ont, tu sais, que les feux d'artifice, ça va réactiver le trauma. Tu comprends? Parce que c'est le cerveau qui essaye d'intégrer les souvenirs qui réussissent pas à intégrer parce qu'ils sont trop chargés. Fait que la femme qui a vécu un trauma à l'accouchement, elle rentre à l'épicerie, puis elle voit la femme enceinte. Qu'est-ce que son cerveau fait? Une opportunité d'essayer d'intégrer le souvenir. Wow! Fait qu'il sort. C'est pas la faute de la femme qui te raconte son histoire de merde, là. Elle fait juste être littéralement sous l'emprise de son trauma. Son cerveau, là, il essaye juste qu'elle arrête d'être traumatisée. Fait qu'il le fait remonter quand il voit toutes les femmes enceintes. Wow. La femme qui a vécu un accouchement orgasmique, elle n'a pas le besoin
de le dire à tout le monde. raconter. Tu comprends? Je comprends. C'est pour ça qu'on est inondé d'histoires de merde quand on est enceinte. C'est pour ça. C'est très, très important de se pratiquer à dire, tu sais, j'entends que tu as envie de partager ton histoire. En ce moment, je me sens pas en mesure de la recevoir. Mais merci d'avoir voulu partager avec moi. Puis si à un moment donné, tu sais, quand je serai plus enceinte ou plus tard, je serai en mesure de me tourner vers toi, mais je suis désolée que tu aies vécu quelque chose de difficile, puis de couper ça comme super rapidement. Puis c'est peut-être pas ça, c'est peut-être d'autres mots. Moi, personnellement, ce que je disais, c'est, tu sais, moi, je travaille 5 jours semaine dans la naissance, là, comme, j'ai pas envie de parler de ma grossesse avec personne en ce moment. Ouais. On arrêtait ça. Drette là, merci, bonsoir. Faut juste trouver son système, se pratiquer, puis le faire. Parce qu'on n'est pas heureuse, puis ça, on n'a pas de choix là-dessus. Mère Nature, elle nous a fait comme ça pour nous protéger. Ouais. J'adore. C'est intense. Ouais. Mère Nature, elle a bien fait ses devoirs. Là. Comme on a un système qui est fait pour nous protéger. C'est juste que quand on enlève tous les morceaux nécessaires pour que ça se passe, ben c'est sûr que ça chie. Mm-hmm. C'est sûr que ça chire, puis que ça prend le bord. Puis là, tu sais, moi, j'aime dire, l'hôpital est extrêmement bon à réparer les merdes qu'ils ont créées. Je veux dire, c'est sûr que si tu fais une hémorragie, tu vas être à l'hôpital. Mais la raison pour laquelle tu as fait une hémorragie, c'est parce que tu étais à l'hôpital. Fait qu'ils sont très, très bons pour réparer l'hémorragie, mais c'est eux qui l'ont créé. Ben oui. Puis ils l'ont pas créé parce qu'ils sont malicieux. Non. Ils l'ont créé parce qu'ils savent pas. Puis ça, je le sais, là, parce que moi, j'ai les 2 pieds dedans. Je le vois, je les entends me dire « Ah, ça contribue à l'hémorragie! » Ben oui, l'utilisation de l'ocytocine artificielle, ça augmente énormément le risque d'hémorragie parce que, tu te rappelles, j'ai dit, l'ocytocine doit être vraiment en grande proportion. Ouais. C'est quand l'apogée de l'ocytocine du cerveau humain, là, c'est quand il vit le plus, c'est quelques minutes après la naissance. Qu'est-ce qui se passe quelques minutes après la naissance? C'est l'expulsion du placenta, right? C'est le décollement du placenta puis son expulsion. Fait que, si ça peut aider, on se rappelle que l'ocytocine est responsable de contracter l'utérus. Ouais. Right? Ouais. Le placenta, c'est comme, l'image que j'aime, c'est comme un tape qu'on colle dans une balloune qui est gonflée. Ouais. Si tu dégonfles la balloune, à un moment donné, le tape, il n'y aura plus de surface sur laquelle il peut se tenir, puis il va décoller. Ouais. Entre le tape puis la balloune, entre le placenta puis le mur utérin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connexions sanguines. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va arrêter de saigner? C'est la contraction de l'utérus qui va fermer tous ces vaisseaux-là. Ouais. Right? Fait qu'on a besoin que l'utérus contracte beaucoup, puis là, c'est ça qui le fait, qui le fait détacher. Puis c'est pour ça, par exemple, que quand on tire sur des placentas où l'utérus ne contracte pas, on crée une hémorragie. Parce que l'utérus, il n'est pas en train de se contracter. Donc, tous ces vaisseaux-là sont ouverts, puis là, le sang se vide. Puis, vu que l'accouchement en milieu hospitalier ne favorise pas l'ocytocine qui est extrêmement forte, mais il y a de la misère, l'utérus a contracté comme il faut en postpartum. C'est pour ça que dans les milieux hospitaliers, on a établi le protocole qu'on injecte de manière systématique à toutes les femmes de l'ocytocine artificielle quand le bébé, on dit à l'épaule, quand le bébé est en train de sortir son épaule de la mère, on injecte toutes les mères de l'ocytocine artificielle, puis ça, c'est par défaut pour tout le monde. Puis on fait ça pourquoi? Au Québec aussi? Oui, au Québec aussi. OK. Mais pourquoi on fait ça? Parce que les femmes n'ont pas un niveau d'ocytocine qui est assez élevé pour assurer leur sécurité en postpartum. Ça n'a rien à voir avec le fait que les femmes ne sont pas capables de ne pas avoir d'hémorragie. C'est qu'il n'y en aurait pas d'hémorragie s'il y aurait un environnement qui leur permettrait d'avoir l'ocytocine nécessaire. Si elle était à la maison, cette femme-là, elle n'aurait pas fait d'hémorragie. Mais là, tu la mets dans un environnement froid où elle se fait surveiller, mesurer, où elle se fait mettre les doigts dans le vagin, où il y a de la lumière, où on calcule, où on la mesure, où on lui dit il est quelle heure, où on la stresse, où on prend le bébé, on part avec. Ouais. C'est sûr qu'elle fait de l'hémorragie, cette femme-là. C'est ça. Fait que là, on s'est dit, ben là, clairement, le corps, il n'est pas adéquat. Fait que là, on va y mettre de l'ocytocine de synthèse, puis on va le faire pour tout le monde. Mais ça, ces protocoles-là sont nécessaires en milieu hospitalier, à cause du milieu hospitalier. Oui. C'est tellement pertinent. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est une belle description de la cascade d'intervention. Tu sais, on n'a pas adressé c'est quoi exactement, mais tu pars sur une affaire, puis là, on en a fait 2. Tu pars sur un bébé en postérieur. T'as même pas commencé ton accouchement encore. Tu le sais déjà que ça va mal finir. Ouais. Pas pour tout le monde, il y a des exceptions, of course, mais t'as pas les chances de ton bord.
Non, Fait que tu prends un postérieur plus un accouchement à l'hôpital. Eh, boy! Tu prends un postérieur plus un accouchement à l'hôpital plus une femme qui a peur de l'hôpital. Tu sais, oublie ça. C'est sûr que ça se finit en césarienne. Et si on y va avec la classique de, exemple, je m'en vais à l'hôpital, ça devient douloureux, je me suis pas nécessairement préparée à mon enfantement, je suis plus capable, je lève la main, je veux la péridurale. Avant ça, vas-y. Avant ça, là, c'est l'étape de genre, moi, je pense que je veux un accouchement naturel. Je pense que ça va le faire, mais je sais pas trop, je me prépare pas. Puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu ça, des naissances physiologiques. Fait comme, on a juste vu des conneries sur d'Hollywood, là, puis la femme est hystérique. Tu sais, sauvez-moi, puis comme elle n'est pas capable de rien faire. Fait que là, elle arrive à l'hôpital, puis elle a quand même peur, la femme de l'hôpital. C'est normal d'avoir peur, parce que t'es pas supposée être avec des étrangers, t'es pas supposée être avec des inconnus. Tu sais, moi, je dis aux sages-femmes françaises, je dis hospitalières, là, qui sont à l'hôpital, je dis, vous comprenez que c'est vous, les lions? Puis là, ils sont comme, ben voyons, tu sais, je suis comme, vous êtes inconnus, vous êtes des étrangères. Juste du fait que vous êtes des étrangères, c'est un problème. Juste ça. L'hôpital aussi, c'est souvent les gens qui sont malades, fait que tu t'en vas dans un milieu où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement qui rayonne la santé, là, non plus. Et c'est la seule situation où on va à l'hôpital puis on n'est pas malade. Tu sais, c'est la seule. D'ailleurs, j'ai entendu, il y a une de mes stagiaires qui m'a écrit un message. Elle avait enfanté de ses 2 enfants à la maison. Puis, quand elle était enceinte de son premier bébé, de son deuxième bébé, son fils a témoigné. En fait, quand elle a donné une naissance à la maison, puis son fils plus grand a vu la naissance de son petit frère. Puis là, plus tard, il y avait une amie qui racontait qu'il s'en allait à l'hôpital accoucher. Puis le petit garçon, il a dit « Mais pourquoi maman, elle s'en va loin de chez elle? Comme elle n'est pas malade, elle n'a pas besoin de ça. » Puis, tu sais, spontanément, il disait « Ça marche pas, cette histoire-là. Ça marche pas, cette histoire-là. » Là. Fait qu'on n'est pas supposé aimer l'hôpital, là. C'est normal qu'on soit comme pas super bien avec cette place-là, parce qu'on va là quand on est malade ou quand il y a des gens qu'on aime qui sont malades. Fait que là, notre cerveau, il fait comme « Wow, pareil! » On arrive à l'hôpital, notre cerveau, tout de suite, il nous met sur le break. Puis il voit l'hôpital comme le tigre. Fait qu'il dit, le cerveau, les catécholamines, qui sont les hormones de stress, relâchées, vont inhiber l'ocytocine. Fait que c'est comme le cerveau, il dit, là, c'est pas le temps d'avoir de l'ocytocine dans le système. C'est le temps d'avoir peur. Si t'as peur, t'as pas d'ocytocine. Brrr, descends l'ocytocine. Qu'est-ce qui arrive aux contractions? Il arrête. Ben, il arrête, c'est sûr! Parce que la femme qui fait face au tigre, là, la femme des Cro-Magnons qui fait face au tigre, là, faut qu'elle puisse courir pour se rendre dans la caverne où c'est sécuritaire. Mais si elle a des grosses contractions, es-tu capable de courir? Non. Fait que là, les contractions, ils arrêtent. Fait que là, à l'hôpital, on est toujours... Là, les femmes disent, mais je suis arrivée, j'avais des contractions chez nous, là, j'en avais full, là. Je vous le dis. Puis là, les professionnels de la santé, ben en tout cas, il n'y en a plus. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils pourraient dire, c'est normal, madame, vous avez été dans le trafic, dans la lumière, blablabla, on va vous mettre dans cette salle-là, on va fermer les stores, vous allez mettre votre musique, votre aromathérapie, vous allez sentir des bonnes choses, vous allez mettre vos posters avec vos affirmations de naissance, vous allez mettre vos petites lumières de Noël, vous allez danser, vous allez, le mari, on enlève le gilet, on va faire du pot à pot, on va se frencher en masse. Les Français trouvent ça bien drôle que nous. Ils appellent ça rouler des pelles, les Français. Ah, wow. Je sais pas si t'en as des Français des Françaises qui écoutent ton podcast, mais en tout cas, on va le faire bilingue pour la France aussi. Parfait. Là, on se french, puis on sème, puis on laisse l'ocytocine remonter. Puis qu'est-ce qui arrive avec les contractions soudainement? Ils reprennent. Mais si on dit hop, ça l'a lâché, hein? Ben là, on va faire un toucher vaginal pour voir où est-ce que vous êtes rendu. Tu sais, tout pour que l'ocytocine ne remonte pas. Ouais, mais là, clairement, ça fonctionne pas, votre affaire. Fait qu'on va faire quelque chose. On va faire un stripping, on va rupturer les membranes, on va donner de l'ocytocine, peu importe c'est quoi, on va faire quelque chose. Puis ça va faire mal. Si on fait une rupture des membranes, ce qu'on sait, c'est que les membranes, c'est super protecteur au niveau de la douleur. Parce que c'est comme un coussin, c'est littéralement un coussin entre la tête du bébé puis le col. C'est bien plus gentle, là. C'est bien plus doux. Mais si on rupture les membranes, il y en a plein des récits de femmes qui sont comme, tu sais, j'errais avant qu'on rupture les membranes, puis aussitôt qu'ils ont rupturé, j'étais plus capable. L'ocytocine de synthèse, là, une femme qui est capable d'enfanter
sans péridurale, avec de l'ocytocine de synthèse, sérieux, je lui lève mon chapeau. C'est une sûre-femme. Parce que t'as toutes les contractions, puis t'as zéro l'effet psychologique analgésique. C'est comme, tu sais, tantôt on parlait là, de la stimulation des mamelons, là, c'est comme ça, là, extrêmement intense, avec zéro le feeling de bien-être, là. Zéro chance de vivre cette sensation-là comme étant plaisante. Zéro. Non. C'est super intense. Fait que là, la femme, elle a pas le choix, Ariane, que de dire, là, j'en voulais pas de péri, mais là, je suis en train de l'échapper, là. Faites de quoi à quelqu'un, là. Right? Ouais. Puis là, ça, c'est si ça a marché, parce que des fois, ça n'a pas marché. Puis là, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci. Là, c'est long, là, elle est super fatiguée. Puis là, on la réveille tout le temps. On la laisse même pas dormir quand elle réussit enfin à s'endormir. Ouais. Parce que là, le timer est commencé. Parce qu'à partir du moment où tu ruptures les membranes, tu as un vrai timer. Tant longtemps que les membranes ne sont pas rupturées, tu peux être 3 jours en travail, 3 jours et demi, 4 jours, on s'en fout, c'est pas grave. Tant longtemps que tu es capable de dormir entre tes contractions ici et là, il n'y a pas de problème. Mais quand on a rupturé les membranes, là, le timer est parti pour vrai, tu sais. Ouais. Fait que tu vois-tu le non-sens de ce qui se passe, là? Oui. Fait que là, la femme a dit « J'en peux plus! Bon, Yann, j'en peux plus! Ça fait 3 jours que je suis réveillée parce que là, si ça. » Puis là, ben, ils l'injectent. Puis là, ils font une péridurale tellement solide qu'elle est plus capable de tenir debout. De toute façon, les anesthésistes refusent de faire des péri-ambulatoires, hein, où les femmes sont en mesure de marcher ici. De toute façon, une femme, tu perds le contrôle sur une femme. Ils veulent pas ça. Ils veulent coucher. Fait que là, tu sens plus tes jambes, ou à peu près. En tout cas, t'es certainement pas capable de marcher. Tu t'installes là, tu bouges plus. Puis là, ton bébé, il se vire en postérieur. Right? Parce que Est-ce que le bébé peut bouger pendant le travail aussi? Ben oui, il peut travailler. Ben oui! Fait que là, il s'installe là. Puis là, tu compresses le retour veineux de la veine cave. Puis là, son cœur, il va moins bien. Puis là, les contractions de l'ocytocine de synthèse, ça crée de l'hypercinésie, parce que dans le cerveau, on se rappelle que l'ocytocine naturelle est envoyée de manière pulsatile, mais c'est envoyé de manière continue, l'ocytocine artificielle. Fait que là, souvent, on va voir l'hypercinésie quand c'est une contraction par-dessus l'autre, puis il y a comme plus de pause. Les vraies contractions, t'as une augmentation, puis là, une descente, puis après ça, une pause. Puis une augmentation, puis une descente, puis une pause. Mais ça, là, c'est la sagesse du corps, là. Mais quand tu utilises la pharmaco pour reproduire quelque chose, tu le feras jamais comme le corps le fait. Parfaitement, Fait que là, le bébé, il a plus le temps de se réoxygéner comme il faut entre les contractions. Fait que là, détresse fétale. Fait que soit que on va le chercher forceps, ventouse, épisiotomie, ou on fait césarienne. C'est comme ça que c'est ça le système. Puis ça, là, ça n'a rien à voir avec la femme, puis avec sa capacité d'enfanter. Au contraire. Ça démontre plutôt que la femme a un corps très bien adapté, qui a arrêté de contracter face à la peur. C'est ça. Que moi, je me l'ai. Le typique, là, c'est ça. Puis là, si on a fait un forceps, une ventouse, là, on a réussi à sortir le bébé sans césarienne, mettons, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une hémorragie. Right? Puis là, on va dire, hey, elle va dire, maudite chance que j'étais à l'hôpital, ils m'ont sauvée. Et que je m'en mords les doigts des bouts. Oui, c'est sûr. C'est en fait eux qui t'ont quasiment tué. Mais bon, mais moi, ayant tout lu, l'information, puis étant consciente, quand mes contractions ont arrêté, une fois rendue à l'hôpital, puis j'étais rendue dilatée à 7 cm quand même, j'ai dit, mon utérus n'est plus capable, elle est fatiguée, elle n'est plus capable de faire le travail. Je me suis même questionnée moi-même sur ma capacité à enfanter, alors que, tu sais, j'étais juste pas dans un endroit, je pense, qui était bien pour moi, où je me sentais à l'aise, là, tu sais. Exact. C'est triste, hein? Ça fait mal au cœur, trouves-tu? Vraiment. C'est dur de, comme... C'est dur de... Moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est de pas tomber dans le désespoir. Parce que moi, j'entends ça et j'ai juste envie de pleurer, là. Il y a comme une partie de moi qui a juste envie de pleurer. Puis de te prendre dans mes bras puis de dire, tu sais... tu méritais pas ça. Il y a une autre partie de moi qui devient en colère contre le système, pas contre les professionnels. Parce que les professionnels, ils font juste ce qu'on leur a enseigné. Puis ils ont une peur bleue de tout. Ils sont vraiment stressés. Puis tu sais, je voudrais pas être dans leurs souliers. Ils sont pris entre l'écorce puis l'arbre. C'est vraiment une situation difficile. Puis ils le savent pas. Beaucoup d'entre eux ne savent pas à quel point ils font du tort. Ils en ont aucune espèce d'idée. Puis il y a... Fait qu'il y a comme ces deux parties-là qui sont très fortes. Là. J'ai juste envie de bûcher ou j'ai juste envie de pleurer. Puis là, après ça, il faut que je prenne une bonne respiration. Puis je me dis, tu sais, une naissance à la fois, on va changer le monde. Une femme à la fois,
un professionnel de la santé à la fois. On peut pas tout changer d'un coup. Non. Le système, il est parfaitement fait pour se garder en vie, tel qu'il est. C'est tout comme parfaitement imbriqué. Ouais. Puis, c'est de créer beaucoup de changements, même si c'est juste une petite affaire, ça a des grosses répercussions. Puis c'est de reconnaître que ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis ça, c'est ce qui est beau de voir de plus en plus de femmes qui disent je pense que je vais le faire toute seule. Je pense que je suis plus en sécurité de rester chez nous. S'il n'y a pas de sage-femme de disponible, coudonc. Ouais. Je vais la prendre, moi, la responsabilité. Puis c'est drôle, hein? Tantôt, on parlait de responsabilité, là. Ouais. Les femmes qui décident de prendre 100% de la responsabilité de l'issue de l'enfantement, c'est les seules femmes qu'on traite d'irresponsables. C'est vrai, hein? Ouais. Alors que les femmes qui décident de prendre aucune responsabilité, elles sont responsables. Tu vois-tu le non-sens là-dedans? Ouais. Fait que ça, c'est l'aspect de la cascade d'intervention. Puis on le voit, tu sais, on peut rentrer dans la cascade plus tôt ou plus tard, avec le déclenchement. Trop gros bébé. Trop petit bébé. Oh, bébé dépassé, terme dépassé. Toutes des affaires sur lesquelles on le sait qu'on est très mauvais à prédire. Ouais. Combien de fois on va ignorer ce qu'une femme dit? Quand je sais quand est-ce qu'il a été conçu ce bébé-là. Ah, c'est pas grave. Notre échographie de datation nous dit telle date, puis c'est telle date qu'on va prendre. Puis tu dis, ouais, mais c'est pas vrai. Comme ce bébé-là, il n'y a pas 41 semaines, il y a 40 semaines, 2-7. Mais c'est différent, ça. Mais ils le considèrent pas. Ah, non, nous, la femme, pourquoi ferions-nous confiance à ce que la femme nous dit? Exact. Fait que, tu sais, c'est un système qui est juste pas organisé pour ça. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair, Ariane, quand je parle? C'est très clair. Non, c'est très clair. Que je suis pas fâchée contre les professionnels de la santé, zéro. Je les ai dans mon cœur, eux autres. Oui. Mais le système, par exemple. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, exactement. Pendant qu'on est dans les cascades d'intervention, est-ce que on peut aborder... J'ai vu une vidéo là, tellement pertinente là-dessus. Puis là, je sais qu'on pourrait aller à gauche puis à droite, mais accoucher sur le dos, c'est comme la pratique, on en a parlé à l'hôpital, versus en mouvement ou à quatre pattes. Est-ce qu'on pourrait juste définir, est-ce que c'est mieux pour la mère ou le docteur? Et aussi, tu as une vidéo qui t'a parlé du vol d'oxytocine. Ça, j'aimerais ça qu'on l'aborde. Oui. OK. Fait que le décubitus dorsal, qui est la position gynécologique, hein, le décubitus dorsal, c'est son nom scientifique, là. Ouais. Son initiale, c'est donc le DD. Nous, on l'a changé du DD au PP. OK. C'est la position pourrie. OK. Ah oui. OK? Il y a juste une position qui est dangereuse pour enfanter, pour la mère et le bébé, puis c'est la position pourrie. C'est le décubitus dorsal. C'est dangereux à plusieurs niveaux. Quand la femme est sur le dos, on l'a dit tantôt, elle bloque le retour veineux de la veine cave, ce qui diminue l'oxygénation du bébé. OK? On a une moins bonne circulation. D'ailleurs, pour ça, qu'on dit aux femmes de ne pas dormir sur le dos pendant la grossesse, souvent. OK? C'est ça la logique. Mais non, à l'accouchement, ça n'a pas de problème. Oui. C'est pas instinctif de toute façon de dormir sur le dos quand tu es enceinte. Oui, exact. Exact. Fait que ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le coccyx, pas le coccyx, je m'excuse, le sacrum est supposé être... Il est très flexible, là, il est capable de s'ouvrir, le sacrum. Il est supposé s'ouvrir pour laisser plus d'espace, pour que le bébé passe. Quand on a tout le poids sur le sacrum, il est bloqué. Littéralement, il ferme l'espace dont le bébé a accès. Ensuite, quand les femmes sont dans les étriers, les pieds dans les étriers, elles ouvrent le détroit supérieur. Fait qu'en haut, ça devient ouvert. Puis les ischions, les boules en dessous des fesses, là, comme c'est la partie du sacrum qui est en bas, se rapprochent. OK. Fait qu'on ouvre le haut, puis on ferme le bas. Puis ça, c'est comme ça qu'on fait accoucher les femmes. Ouais. Fait qu'on crée une restriction sacrum plus détroit inférieur, le plus petit qu'on est capable de l'installer. Puis là, on essaie de faire sortir le bébé comme ça. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le milieu hospitalier pour rendre la position pourrie un petit peu moins pourrie. Okay. Fait que là, on a commencé à mettre des sacs de soluté sous le coccyx pour que ça soit un peu plus mou, pour que, tu
sais, ça peut s'ouvrir un peu. Mais clairement, il y a quand même tout le poids de la femme dessus. Puis, on a tendance à rentrer parfois un genou par l'intérieur pour comme essayer d'ouvrir. Mais je veux dire, ça, là, tous ces problèmes-là, tu sacs ça à la poubelle si tu la mets dans n'importe quelle autre position. Peu importe laquelle autre, la femme, elle va spontanément s'installer en écoutant son corps, puis elle va ouvrir le détroit inférieur. Ouais. Tu me suis quand je te raconte ça? Oui, 100%. Okay. Ouais. Fait que le bébé respire pas bien. Il y a beaucoup moins de place pour sortir. Puis, le dernier point. Puis ça, je te le dis, Ariane, quand j'enseigne ça aux professionnels de la santé, là, je sens leur cœur se déchirer. On va sortir de l'être humain, puis on va penser 2 secondes au chien. Mm-hmm. T'as déjà vu un chien qui se met sur le dos, puis qui se met le ventre vers le ciel? Oui. Qu'est-ce que ça communique, ça? T'es soumis, dans un sens. Hein, le chien, ils vont le faire entre eux, puis ils vont le faire avec leur maître. C'est comme, là, je me mets dans une position de très grande vulnérabilité. Je te reconnais que là, comme, toi, t'es plus fort, t'es plus puissant. C'est une façon de démontrer une vulnérabilité puis une confiance. Comme, là, je me mets à nu, là. Comme, quand un chien fait ça avec nous, on pourrait, comme, mettre notre poids, notre pied sur son ventre, là, puis on pourrait le tuer, notre chien, à ce moment-là. Tu comprends? Et quand ils sont, comme, à 4 pattes, là, dans l'autre sens, là, on serait pas capable de les tuer juste avec, comme, mettre notre poids dessus. Tu comprends ce que je dis? C'est comme une position de très, très, très grande vulnérabilité. Puis ce qu'on voit, puis ce qui a été évalué, Engelman, le livre d'Engelman est super intéressant. Engelman, c'est un chercheur de Grande-Bretagne qui a écrit un livre en disant comment ça, c'est si difficile, pourquoi les femmes ont autant de difficultés à mettre au monde leur bébé. Il me semble que ça marche pas, là, comme dans... Tous les mammifères sont capables de le faire. Pourquoi nous, c'est aussi difficile? Puis, ce qu'il est allé faire, c'est qu'il est venu voir ici, nos Amérindiens. Oui, OK. Puis, il a, dans son livre, il fait des dessins des Amérindiens de comment toutes les positions que les femmes utilisent pour enfanter. Puis, il conclut, les femmes enfantent dans toutes sortes de positions, plein de positions très différentes. La seule position qu'on voit jamais chez des tribus qui sont gouvernées par leur sens, c'est sur le dos. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que cet instinct-là, parce que la femme, quand elle enfante, elle va avoir, au moment de l'expulsion, beaucoup d'ocytocine, mais aussi une espèce de puissance qui sort, puis comme « tassez-vous de là, il n'y a personne qui va partir avec mon bébé ». Ça nécessite un peu cette espèce d'agressivité saine-là. Quand on met les femmes en vente décubitus dorsal, cette agressivité saine-là, cette prise de pouvoir-là, elle n'est pas prise. Les femmes demeurent dociles au moment où, instinctivement, Mère Nature nous a donné tout le nécessaire pour prendre notre place, puis protéger notre bébé, puis le prendre dans nos bras, puis pas se laisser se faire enlever son bébé. Tu me suis? Oui. Les professionnels, ils trouvent ça bien triste quand ils apprennent qu'en fait, ils les font se soumettre en les mettant dans ces positions-là. Puis les obstétriciens du début de l'histoire, là, quand les... Parce qu'avant, c'était juste les prostituées puis les sans-abriants qui venaient enfanter à l'hôpital. Puis ils trouvaient ça bien fatigant de voir les femmes comme sortir toute leur puissance à ce moment-là. Fait que puis ils se sont rendus compte qu'en les mettant en position gynécologique, qu'ils arrêtaient de faire ça. C'est ça l'histoire de la position du décubitus dorsal à l'enfantement. Puis bien évidemment, la deuxième chose qui est t'as le périnée en pleine face. Puis t'es très confortable. Fait que cette position-là, elle est exclusivement pour le professionnel de la santé pour qu'il puisse être assis sur une chaise puis avoir la vulve en plein visage. C'est tout. Voir ce qui se passe facilement. Pour pouvoir mieux le contrôler. Mais là, il crée, à cause de ça, le processus, les bébés, quand ils sortent, ils doivent faire une rotation. Ils doivent, il y a comme tout un processus par lequel ils vont sortir de tous les détroits là, qu'il y a. Puis ils nécessitent un chemin beaucoup plus compliqué qu'ils doivent donc assister. Fait que c'est pour ça quand les professionnels de la santé disent « Ouais, mais moi, je sais pas faire un accouchement à 4 pattes. » Mais c'est parce qu'ils comprennent pas qu'en réalité, il n'y aurait pas besoin de rien faire parce que le bébé, il va faire son chemin tout seul. Mais c'est tellement difficile pour le bébé de faire son chemin en décubitus dorsal que là, ils ont dû apprendre à faire des manœuvres. Encore là, ils sont très bons à solutionner un problème qu'ils ont créé. Tellement. Fait que la dernière marde qu'il y a avec la position pourrie, qui est vraiment comme la cerise sur le sundae, c'est qu'on se rappelle
l'ocytocine, c'est la colle humaine. Ouais. C'est l'amour. On tombe amoureux. D'ailleurs, c'est super intéressant d'entendre toutes les histoires de femmes qui sont tombées amoureuses de leur gynécologue obstétricien. C'est vraiment impressionnant. OK, fin de cette courte parenthèse. Quand un bébé oiseau sort de son œuf, on le sait, hein? Il va imprinter, peu importe qui est là, ça, c'est ma maman. Puis c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on va voir dans des groupes là, où ils prennent des oiseaux en voie d'extinction, là, puis là, ils utilisent des humains qui deviennent comme les mamans de ces oiseaux-là. Puis là, ils les réexpliquent comme... Là, ils font du deltaplane pour les amener comme dans leur nouveau lieu. Puis tu sais, il y a tout un système, là, ça existe, comme on peut être la maman d'un oiseau, juste parce que l'imprint est vraiment très fort. Puis des fois, c'est même fait avec des animaux. T'as peut-être déjà vu des photos d'une maman qui s'occupe d'un petit poussin. Puis la maman chat... ben elle s'occupe du petit poussin, puis elle l'a pas mangé, parce que techniquement, elle devrait le manger, là, le chat devrait manger l'oiseau. Ouais. Elle l'a pas mangé parce que quand elle est en train d'allaiter, elle a les hormones d'ocytocine très fortes, puis là, lui a les hormones d'ocytocine très fortes, puis là, c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que les mamans chats s'occupent de bébés oiseaux, en tout cas. L'ocytocine, c'est très, très puissant. C'est vraiment très puissant. Fait que... qui devrait être dans le champ visuel d'une femme qui vient juste d'enfanter, qui va atteindre, là, dans les minutes qui suivent, le niveau d'ocytocine le plus élevé de toute sa vie entière? Ça devrait être qui, selon toi, Ariane? Son bébé, son conjoint, là. Exact. Mais quand tu es en position du décubitus dorsal, qui as-tu en pleine face? Ton médecin. Exactement. Les professionnels de la santé. Ouais. Et c'est pour ça que on peut dire que quand on met les femmes dans cette position-là, c'est on vole l'ocytocine entre la mère et le bébé. C'est un vol d'ocytocine. L'amour que la mère a à ce moment-là dans les yeux, c'est pour son bébé. Puis quand c'est pas son bébé qu'elle a devant elle, ben le bébé, on lui a volé cette ocytocine-là. Puis ça, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment triste. Puis c'est là où j'ai beaucoup de stagiaires qui se mettent à pleurer. Quand je dis, c'est pas les professionnels de la santé le problème. Ouais. Tu sais, ils se mettent à pleurer parce qu'ils disent, imagine tous les bébés à qui j'ai volé ça. Ouais. C'est triste, c'est d'une tristesse terrible. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi certaines mères ont de la misère un peu à connecter avec leur bébé au début? Tu sais, moi, j'ai des amis que ça a pris quelques semaines avant que vraiment... Pas que je l'aime, parce que clairement, ils aiment leur bébé, mais qu'il y ait cette connexion-là ou cette envie-là d'être 100% du temps avec eux, tu sais. 100%. Ouais. Puis je serais pas étonnée que ces femmes-là, tu leur demandes combien de cytocine de synthèse ils ont reçu, puis ça devait être beaucoup. Tu sais, moi, juste pour te laisser savoir, quand moi, je suis venue au monde, ma mère, elle a été provoquée. Puis quand ils m'ont mis sur son ventre, la première réaction de ma mère, c'est « Arc, enlevez-moi ça sur le ventre ». Des années de temps, ma mère, elle s'est sentie coupable, mauvaise mère, dégueulasse, pourrie. Ouais. Des années! Puis là, on a découvert les hormones de l'enfantement. Puis elle a fait comme « Dude, c'était même pas moi! » Ouais. C'était même pas moi. Ouais. Tu sais, ça a été un moment pour elle... C'est fou, là. Elle s'était sentie coupable toute sa vie. C'était pas de sa faute. Elle avait zéro ocytocine naturelle. Tu sais, ma pauvre petite maman, comme... Elle voulait tomber amoureuse de moi, mais comme... elle venait de vivre le calvaire de l'ocytocine artificielle, sans péridurale. Son cerveau, il était comme juste extra en douleur. Il était pas bien. Puis là, une petite affaire gluante de même était comme... Wesh! Tu sais, ben c'est normal. C'est pas la faute à ma mère du tout. Ouais. Tu comprends? Oui. Fait que oui. Puis c'est pour ça qu'on voit un taux de dépression postpartum plus élevé chez les femmes aussi. Quand il y a beaucoup d'ocytocine, c'est dose dépendant. Plus il y a d'ocytocine de synthèse injectée, plus les femmes sont à risque. Parce qu'on est faites pour avoir ce flood-là. Puis pas juste ça. On voit aussi que les enfants qui sont nés avec de l'ocytocine de synthèse comme moi sont plus à risque de dépression pour le reste de leur vie. Parce qu'au niveau épigénétique, notre cerveau, il est fait pour vivre ce flooding-là,
cette mare-là d'ocytocine naturelle, c'est ce qui part notre système ostoninergique. C'est pour ça que Michel Audin dit, on est en train de jouer aux apprentis sorciers, puis à un moment donné, on va avoir des femmes qui seront plus capables de produire suffisamment d'ocytocine naturelle pour déclencher leur propre travail de manière naturelle. J'avais entendu ça dans le podcast, ça m'a chamboulé. C'est très sérieux. C'est très sérieux ce qu'on fait. Ouais. Merci d'avoir écouté. C'est ce qui conclut la partie 1 du podcast avec Malika Morissette-Bonaparte de la méthode Bonaparte sur l'accouchement. Restez à l'affût parce que la partie 2 sort la semaine prochaine et on va continuer notre conversation et on va également aborder un peu le postpartum et l'allaitement. Malika va vous donner aussi ses conseils pour que l'enfantement se déroule encore mieux, puis de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, ne manquez pas ça, la partie 2 dès la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt! Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!